Quelque chose de sourd, de grave, s'approchait lentement. Et dans les murs feutrés de l'état-major burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, penché sur un dossier secret, préparait déjà sa riposte. Depuis plusieurs semaines, une série d'événements inhabituels avait attiré son attention. D'abord, ce véhicule militaire saboté dans le nord, sans revendication. Puis, la fuite mystérieuse d'informations sur le mouvement des troupes spéciales. Enfin, une correspondance cryptée interceptée à la frontière avec le Togo, contenant des mots codés qu'un seul homme dans son équipe réussit à déchiffrer. Ces indices, isolés, auraient pu passer inaperçus. Mais ensemble, ils formaient un motif. Un fil invisible reliant des actes en apparence anodins à une opération bien plus vaste. Quelqu'un, quelque part, manipulait les pièces sur l'échiquier burkinabé. Ce quelqu'un, Traoré le soupçonnait déjà. Pas un militaire. Pas un politique. Un homme plus discret, plus subtil, un espion. Les services de renseignement avaient parlé d'un coopérant français, nouvellement arrivé à Ouagadougou sous couvert d'une mission humanitaire. Officiellement, il travaillait pour une ONG environnementale. Officieusement, il avait été repéré entrant à plusieurs reprises dans l'ambassade de France, à des horaires inhabituels. De nuit. Toujours seul. Toujours discret. Le rapport le désignait sous un nom de code, Léopard. Mais derrière ce surnom se cachait un agent bien plus dangereux qu'un simple informateur. Selon un ancien dossier militaire retrouvé par le SAGE, ce Léopard était en réalité Damien Richelieu, un ancien membre de la DGSE, spécialiste des missions de stabilisation stratégique en Afrique. Ce genre d'homme qu'on n'envoie jamais officiellement. Ce genre d'homme qui disparaît dès que l'opération tourne mal. Et il était là, au Burkina. Actif. Silencieux. Dangereux. Traoré ne pouvait pas lancer une arrestation publique sans preuve solide. Il savait que la France nierait. Qu'on crierait à la paranoïa, au populisme, au rejet de la coopération. Il fallait une preuve irréfutable. Un piège. Une manœuvre aussi discrète que lui. Il convoqua un cercle très restreint. Le colonel Zongo, le stratège numérique, le SAGE, son maître espion, et Aïssata, jeune spécialiste en cyberintelligence formé à Cuba. Tous comprirent que ce qu'il s'apprêtait à faire devait rester secret même après sa réussite. L'idée fut simple, forcer Léopard à se trahir lui-même. Ils montèrent une fausse opération militaire dans le Sahel, en diffusant de fausses informations codées sur un canal que l'ennemi avait déjà intercepté. Selon ce leurre, une base stratégique allait être déplacée de Fada à Kaya dans 3 jours. Une simple rumeur? Pas pour un espion. Si Léopard mordait à l'hameçon, ses contacts s'activeraient. Et s'il transmettait ses données à l'étranger, il tomberait. Pendant 72 heures, les hommes de Traoré jouèrent leur rôle. Les faux convois roulèrent. Les soldats furent déplacés. Les radios simulèrent des communications stratégiques. Et dans l'ombre, Aïssata suivait les flux numériques. Un signal sorti de la capitale, crypté en QRC9, un protocole obsolète utilisé uniquement par certaines cellules d'écoute françaises. Elle traça l'émetteur. Il venait de la résidence diplomatique annexe de Koulouba, utilisée uniquement par des civils français. Le piège s'était refermé. Mais Traoré n'en fit pas un scandale. Pas encore. Il voulait plus. Il voulait l'arracher à leur système, le capturer proprement, et l'interroger sur le réseau. Sur les autres infiltrés. Car s'il y avait un Léopard, il y avait sûrement une meute. Il autorisa une opération de capture silencieuse, menée par 5 hommes de confiance. À 3h17 du matin, sous une pluie fine, les soldats neutralisèrent les caméras thermiques du bâtiment. À 3h23, ils pénétrèrent dans les lieux. Richelieu n'était pas armé, mais il sourit en voyant les hommes, un sourire froid, presque résigné. Alors, le petit capitaine a compris, murmura-t-il. Il fut escorté, yeux bandés, dans un lieu tenu secret. Pas une prison. Un ancien bunker militaire reconverti en salle d'interrogatoire. Le lendemain, un communiqué sobre sortit du gouvernement. Un ressortissant étranger est actuellement interrogé dans le cadre d'une enquête sur des activités de déstabilisation nationale. Le Burkina Faso réaffirme son engagement à protéger sa souveraineté face à toute forme d'ingérence. La France, prise de court, resta silencieuse. Officiellement, elle n'avait aucune information sur un de ses ressortissants disparus. Mais dans les couloirs de l'ambassade, c'était la panique. Ils comprirent que Traoré avait frappé fort. Et juste.
Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Richelieu avait parlé. Pas tout de suite. Pas sous la pression. Mais face à une photo. Une image de lui, en 2018, à Bangui, en pleine opération clandestine contre un ministre centrafricain. Une photo que seuls les services français possédaient. Qui t'a trahi? Lui demanda Traoré. Richelieu baissa les yeux. Je ne sais pas, mais vous avez un ami quelque part, capitaine. Cette phrase changea tout. Car cela signifiait qu'à Paris, dans les murs du pouvoir, quelqu'un soutenait Traoré en secret. Quelqu'un qui, peut-être, en avait assez de l'hypocrisie, ou voulait simplement voir la vérité exploser. Mais déjà, dans l'ombre, un autre plan se mettait en place. Car en capturant l'espion, Traoré n'avait pas désactivé la menace. Il l'avait déclenchée. Car au même moment, dans une salle à Paris, un ancien général de l'armée française, remercié pour ses prises de position trop brutales, se leva de son fauteuil et dit simplement. Il a osé. Très bien. Cette fois, on le renversera sans pitié. La lumière crue du projecteur perçait l'obscurité de la salle souterraine. Les murs de béton réverbéraient le moindre son, transformant chaque respiration en écho menaçant. Richelieu, les poignets liés, était assis face à une table métallique. Devant lui, le capitaine Ibrahim Traoré observait. Calme. Silencieux. Mais ses yeux, eux, interrogeaient avec violence. Depuis l'arrestation de l'agent français, l'équilibre fragile entre le Burkina Faso et les puissances étrangères avait été rompu. L'Élysée n'avait toujours pas émis de déclaration officielle, mais les signes de représailles se faisaient sentir. Des fonds d'aide furent gelés. Des menaces voilées passèrent par des canaux diplomatiques. Et plusieurs coopérants quittèrent précipitamment Ouagadougou sous prétexte d'urgence familiale. Traoré, lui, savait que le compte à rebours avait commencé. Face à lui, Damien Richelieu gardait ce sourire de ceux qui savent trop, mais ne craignent plus rien. Pourtant, il parlait. Par petites phrases. Des miettes de vérité, jetées avec soin pour semer le doute ou provoquer. Tu crois que tu as gagné quelque chose, capitaine? Tu m'as capturé, et alors? Je suis un pion. On en a des dizaines comme moi. Des plus jeunes. Des plus discrets. Traoré ne répondit pas. Il se contenta de sortir une tablette, d'y faire défiler plusieurs documents, puis il arrêta son doigt sur une carte. Ici, dit-il doucement, un dépôt d'armes découvert dans une ancienne mine désaffectée près de Waïgouya. À côté, des explosifs importés illégalement via la frontière ivoirienne. Et tu veux me faire croire que tu n'es qu'un pion? Un silence tendu s'installa. Richelieu baissa les yeux. Puis, sans prévenir, il rit. Tu veux la vérité, Ibrahim? Ce que tu as vu, c'est la surface. Tu crois que c'est moi qui contrôle tout ça? Tu n'imagines pas la complexité du jeu. Le chaos n'est pas une erreur. C'est un outil. Et les peuples comme le tien ne doivent jamais rester stables trop longtemps. La stabilité, c'est la fin du contrôle. Traoré resta impassible, mais au fond de lui, il sentit que l'homme disait vrai. Richelieu n'était pas l'auteur de la stratégie. Il n'était que le bras. Une ombre obéissante d'un cerveau plus grand, quelque part dans les cercles froids du pouvoir européen. Pendant ce temps, le colonel Zongo et Aïssata poursuivaient leur enquête parallèle. En croisant les données numériques interceptées avec les trajets diplomatiques récents, ils découvrirent un schéma inquiétant. Un homme, jamais officiellement enregistré, avait été vu 3 fois en compagnie de Richelieu. Un certain Jean-Baptiste Morel, ancien haut conseiller à la Défense, aujourd'hui officiellement retraité. Mais selon leur recoupement, il se trouvait récemment à Niamey, puis à Bamako, avant d'entrer discrètement au Burkina via le parc W. Qui était Morel? Pourquoi passait-il entre les lignes sans jamais laisser de traces? Et surtout, pourquoi avait-il été vu en pleine réunion avec un groupe de chefs communautaires dans le sud-ouest du pays? La réponse tomba quelques jours plus tard, transmise par le sage via une source confidentielle au sein du renseignement togolais. Morel préparait la division du territoire burkinabé en 3 zones autonomes. L'idée était simple, créer artificiellement un conflit interne en attisant les tensions locales, pour ensuite proposer une solution internationale avec des troupes étrangères, et une recolonisation déguisée. Traoré comprit alors que la capture de Richelieu n'était qu'un début. Il avait touché une corde sensible. Et l'orchestre commençait à jouer plus fort, plus vite, plus violemment. Mais dans l'ombre, un autre événement allait précipiter la crise. À Ouagadougou, une explosion secoua le quartier diplomatique dans la nuit du 14 au 15 avril.
Un entrepôt appartenant à une entreprise française affiliée à un programme de développement rural vola en éclats. Bilan, 2 morts, tous burkinabés. Les médias internationaux évoquèrent un acte terroriste. Mais Traoré, lui, y vit une opération de diversion. Un message clair, libère Richelieu, ou nous ferons sauter ton pays. Le Conseil national de la transition se réunit dans l'urgence. Certains membres, paniqués, exigèrent la libération immédiate de l'agent français pour éviter l'escalade. Mais Traoré, implacable, leur répondit d'une voix calme. Si nous cédons aujourd'hui, demain ils choisiront notre président à notre place. Ils décideront de nos lois, de notre sol, et de nos morts. Son discours fit taire les doutes. Mais dans son regard, Zongo lut l'inquiétude. Traoré savait que la suite serait sanglante. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle figure entra en scène. Une journaliste française indépendante, venue officiellement pour faire un reportage sur le renouveau africain, demanda à rencontrer Traoré. Mais Aïssata, en vérifiant ses connexions, découvrit qu'elle avait récemment eu des échanges avec une organisation liée aux anciens réseaux Foccart. Elle fut discrètement suivie. Et lors d'un rendez-vous nocturne, elle fut surprise en train de transmettre un message codé via un satellite portatif. Elle ne fut pas arrêtée publiquement. Non. Traoré lui accorda l'interview. Il la reçut dans son bureau. Lui parla comme à une alliée. Mais au moment de partir, il lui dit, sans la regarder. Dites à Morel, que je n'ai pas peur. Que je n'oublie rien. Et que je ne reculerai pas. Elle pâlit, tenta de répondre, mais se ravisa. Elle savait que le message passerait. Et elle savait aussi que la guerre ne se jouerait plus seulement avec des armes, mais avec l'opinion, les caméras et le silence. Dans sa cellule, Richelieu restait impassible. Mais son regard, parfois, trahissait une pensée. Il ne s'attendait pas à ça. Il avait sous-estimé l'intelligence de Traoré. Sa patience. Sa lecture du jeu. Et peut-être même, sa volonté de mourir pour que l'Afrique vive. Mais dans les couloirs du pouvoir français, une décision venait d'être prise. Un plan. Une mission. La chaleur de Ouagadougou pesait comme un couvercle de plomb sur la ville, mais le vent qui soufflait ce soir-là annonçait une tempête différente. Depuis l'interrogatoire de Richelieu et l'arrestation discrète de la journaliste française, une tension nouvelle s'était installée dans les murs du palais de Kosiam. Ibrahim Traoré ne dormait plus que par éclats, l'arme posée sous son oreiller, les nerfs à vif. Il sentait que l'ennemi se rapprochait, mais il ignorait encore sous quelle forme il frapperait. Le renseignement burkinabé, appuyé par un réseau souterrain fidèle à Traoré, intercepta enfin un message crypté émis depuis Abidjan. Une transmission satellite, courte, mais précise, phase 2 confirmée. L'Ankou est en marche. C'était un code. Et le nom d'Ankou, dans les vieux contes bretons, désignait la mort en personne. Le messager de l'ombre. Traoré convoqua Ongo, Aïssata et 2 membres sûrs de son cercle rapproché. Dans une pièce sans fenêtre, protégée de tout appareil électronique, il exposa ce qu'il savait. La France avait envoyé un homme ou une équipe, chargée de déstabiliser son pouvoir de l'intérieur. Pas en lançant des bombes ou des frappes, mais en frappant le cœur même de son commandement. En infiltrant. En retournant. En brisant. L'objectif? Libérer Richelieu à tout prix. Et si possible, éliminer Traoré lui-même. Mais c'était là que les choses prenaient une tournure plus complexe encore. Une fuite volontaire ou non leur apprit que l'un des ministres du gouvernement de transition était sous influence. Quelqu'un qui passait pour un patriote inébranlable, mais qui, depuis plusieurs mois, recevait des instructions via une ligne diplomatique fictive. Le nom tomba comme une pierre, ministre Draogo, en charge de la coopération extérieure. Le choc fut brutal. L'homme était respecté, apprécié, vu comme un artisan de la nouvelle diplomatie burkinabé. Il participait aux grands discours, au sommet avec les pays sahéliens, appelé à l'union. Mais dans l'ombre, il avait été approché, corrompu, peut-être même menacé. Et aujourd'hui, il préparait un renversement silencieux, un glissement de l'intérieur, à peine visible, mais fatal. Un commando tenta d'attaquer le centre de détention où Richelieu était enfermé. Mais ce que les agresseurs ne savaient pas, c'est que Richelieu n'y était plus. Traoré, anticipant l'attaque, l'avait déplacé secrètement dans une base mobile en périphérie de Ouagadougou, gardée par les hommes les plus fidèles. L'attaque fut repoussée, mais une chose glaça les sangs, les assaillants parlaient un mouret presque parfait. Ce n'étaient pas des étrangers.
Le commando avait été recruté localement, via une nouvelle cellule dormant. Manipulé, financé, armé pour tuer l'un des leurs. Et au cœur de la base, Richelieu, toujours en vie, avait un rictus étrange. Presque soulagé. Tu vois, capitaine? Ils viennent pour moi, mais c'est toi qu'ils veulent briser. Ils ne te tueront pas. Ils feront de toi un symbole déchu. Un homme seul. Paranoïaque. Accusé de purge, de dictature, de crimes imaginaires. Et le monde les croira. Traoré ne répondit pas. Mais au fond de lui, une colère ancienne, noire, glacée, s'alluma. Il comprit que ce n'était pas une guerre contre un espion. C'était une guerre contre le principe même de souveraineté. Contre l'idée qu'un homme noir, jeune, militaire, patriote, puisse oser dire non à l'Empire. Et ce combat, il n'allait plus seulement le mener au nom du Burkina Faso, mais au nom de tous ceux qui, hier encore, croyaient que la liberté se négociait. À partir d'aujourd'hui, chaque membre ici sera vérifié, fouillé, testé. Notre pays est attaqué. Mais pas par des bombes. Par des idées vendues. Par des âmes achetées. Dans la même semaine, les services burkinabés découvrirent l'existence d'un camp d'entraînement secret à la frontière nigérienne, où une trentaine d'hommes étaient formés aux techniques de subversion et de guerre asymétrique. Pas des djihadistes. Pas des bandits. Non. Des mercenaires. Occidentaux pour la plupart. Polyglottes. Professionnels. Leur but, se faire passer pour des résistants locaux et provoquer un soulèvement interne, manipulé depuis l'extérieur. Ce fut là qu'intervint le sage, l'informateur fantôme que même Traoré n'avait jamais vu. Un message manuscrit fut glissé dans une boîte postale abandonnée à Bobo-Dioulasso. Il disait « Ils n'enverront pas d'armée. Ils enverront un symbole. Un homme. Il portera le visage de l'Afrique, mais parlera avec les mots de vos anciens maîtres. Méfie-toi des visages connus. » Traoré comprit. L'ennemi allait frapper là où il ne s'y attendait pas. Pas par la force. Par la trahison maquillée en fraternité. Le choc final arriva dans la nuit du 27 avril. Traoré décida de piéger le traître. Une réunion fut organisée, prétexte à un échange confidentiel avec une délégation étrangère. Mais à la place, Aïssata infiltra la salle, bardée de micros et de capteurs. Ce qu'elle enregistra confirma l'impensable. Ouadraogo négociait la libération de Richelieu en échange d'un poste dans un futur gouvernement de transition appuyé par une force militaire internationale sous mandat humanitaire. Ce fut l'acte de trop. La nuit même, le ministre fut arrêté discrètement. Pas de communiqué. Pas de conférence. Juste un silence. Et un message. Tous les membres du gouvernement furent convoqués à Kosiam. Traoré y apparut, silencieux d'abord, puis brutalement clair.